OK. Donc, nous allons commencer maintenant avec la conférence de cet après-midi. Je voudrais m'excuser pour le retard. Il s'est produit une chose assez bizarre. Quelques secondes avant 5 heures, l'électricité est partie dans l'hôpital. Et le temps pour mettre en place le générateur et la connexion, on a pris tout ce temps de retard. Je suis vraiment désolé. Il est 5h16 déjà dans l'après-midi. J'avais partagé avec les gens sur le groupe Slack l'agenda que nous allons utiliser pour le programme de cet après-midi. Donc, c'est cet agenda que nous allons utiliser. Et sur cette base, nous n'allons pas, pour commencer, prendre beaucoup trop de temps à faire trop d'introductions. Nous allons passer la possibilité, je vais demander à M. Lionel, notre technicien basé en Californie, déjà de donner possibilité au Dr. Kedi Moïse. Docteur Moïse, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous pouvez ouvrir votre microphone? Je ne sais pas si Docteur Moïse est déjà là. Je regarde dans la liste des participants. Docteur Moïse. Lionel, est-ce que vous voyez Docteur Kedi Moïse dans la liste des participants? Nous avons deux présentateurs cet après-midi. C'est Docteur Kedi Moïse. Je ne vois pas encore Docteur Moïse. Docteur Moïse n'a pas encore pu se connecter. Tout à l'heure, il me disait qu'il essayait de se connecter et qu'il ne pouvait pas rentrer. Donc, il faudrait qu'on vérifie. OK, donc je vais lui envoyer un message pour voir ce qui se passe. J'ai l'impression qu'il essaye de se connecter avec difficulté. Donc, je l'appelle parce qu'il me semble que je ne vois pas non plus Dr. Bans. Non, je suis là. C'est moi, Abigail Sévère. Je suis là. Ah, c'est pour cela. C'est moi, c'est moi. OK, bonjour Dr. Bans. Je suis là. Ça va bien? Ça va très bien. Je vous remercie d'être là. Et donc, c'est un plaisir. C'est un plaisir pour nous de vous avoir également et merci à la Société haïtienne d'anesthésiologie et réanimation d'être avec nous. Encore une fois, nous nous excusons pour les difficultés, les petites difficultés techniques. C'est bizarre parce qu'on avait toutes les dispositions pour ne pas avoir ce genre de problème. Mais bon, ce n'est pas à notre disposition. J'essaie de voir si Dr. Moïse, parce que quelques secondes avant d'expliquer les difficultés qu'il avait. Dr. Moïse, avez-vous pu vous connecter? Ça n'arrive pas. OK. Et puis ça s'est déconnecté. OK. Donc, ce que je propose, nous allons laisser Dr. Bans. Dr. Bans, est-ce que vous êtes prêt pour votre présentation? Oui, Dr. Bans est déjà prêt, donc vous avez 20 minutes pour essayer de vous connecter. Entre-temps, je garde contact avec vous par téléphone, avec notre technicien pour voir ce qu'on peut faire pour aider. À tout à l'heure. Merci. Essayez, continuez à essayer de vous connecter. Merci beaucoup, Dr. Moïse. À tout à l'heure. OK. Donc, Dr. Bans, je vous remercie pour votre disponibilité. Donc, nous allons commencer la présentation avec Dr. Bans sur le nom de Abigail Sévère. Et je vais demander à Lionel de lui donner la possibilité. Vous aurez besoin de pouvoir partager l'écran de votre ordinateur. Vous allez oui, tout à fait. Tout à fait. Je devrais partager l'écran de mon ordi. OK. Donc, je demande à M. Nkaya de permettre à Dr. Bans de pouvoir partager avec nous. Dr. Bans, c'est OK. Donc, le NEL nous confirme que c'est OK. Vous pouvez partager votre écran. D'accord. Vous avez 20 minutes pour votre... Merci. Bon après-midi. Merci. Cher. Oh, voilà. Juste une seconde. Juste une seconde.
Bonjour tout le monde. Je suis le docteur Myriam Bans, anesthésiste réanimateur, et je remercie le docteur Généus d'avoir permis à la CHA, la Société haïtienne d'anesthésiologie et de réanimation, de partager ses réflexions, ses recommandations que nous avions élaborées au cours du mois de mai écoulé. Je profite aussi de l'occasion pour vous faire savoir que la Société haïtienne d'anesthésiologie, connue sous le nom de CHA, est présentement et officiellement CHA, Société haïtienne d'anesthésiologie et de réanimation. Du coup, nous commençons. Depuis quelques mois, le monde vit de réels bouleversements dus à SARS-CoV-2. En effet, ce nouveau coronavirus a changé notre façon de vivre à tous les niveaux, ici comme ailleurs. On va dire qu'ici, en Haïti, effectivement, nous n'en avons pas été épargnés. Et c'est dans ce contexte que la CHA, Société haïtienne d'anesthésiologie et de réanimation, a jugé bon d'élaborer un document pratique afin de proposer aux médecins, aux infirmières anesthésistes, de même qu'aux urgentistes, certaines recommandations qu'elles croient utiles dans la dispensation des soins. Mais de toute façon, comme nous le savons tous, c'est une pathologie nouvelle. Donc, les recommandations faites aujourd'hui sont susceptibles d'évoluer compte tenu de la cinétique de la situation actuelle en Haïti. Au 25 juin, en Haïti, nous avons 5722 cas confirmés, dont 179 nouveaux, 98 décès, 40% d'hommes et 59% de sexe, 40% de sexe féminin et 59% de sexe masculin. Nous verrons que le pic de la maladie ici a eu lieu autour des 22e et 23e semaines. Donc, présentement, nous serions dans le versant donc, ce serait éventuellement une bonne nouvelle pour nous. Des aéroports officiels, des aéroports, et la Floride, qui présentement devient l'épicentre des États-Unis, constitue deux grands facteurs de qui nous font craindre la possibilité d'une nouvelle vague de COVID-19. Si nous regardons sur cette diapo, nous verrons qu'au mois de juin seulement, les cas ont grimpé en Floride jusqu'à 8 942 cas au 26 juin dernier. Nous voilà dans notre domaine, le fonctionnement des blocs opératoires. Qu'en est-il du fonctionnement des blocs opératoires pendant cette période de COVID-19? Nous faisons juste un petit rappel de la contamination. Nous savons des gouttelettes, projection de gouttelettes sur les muqueuses du visage ou indirectes par les mains contaminées, contamination des conjonctives, transmission aérienne. Donc, cette contamination qui se fait par gouttelettes nous met directement en contact avec le virus, d'où les manœuvres de réanimation et d'intubation exposent le personnel soignant à un risque accru de contamination. Quelques généralités. Est une ressource critique non remplaçable. Pendant cette période de pandémie, tout patient admis au bloc opératoire pour anesthésie générale ou loco-régionale, ou un patient qui présente une thérapie doit être considéré comme porteur du. Il est donc recommandé dans ce contexte à ce patient suspect. Autre généralité, les débuts d'oxygène
les débits d'oxygène supérieurs à 6 litres par minute d'aérosolisation. Wow, what's going on? Oh, bloqué. Bien. Désolé. Non, c'est bien, la présentation est toujours là. Et c'est juste qu'il y a encore... il y a des gens à se joindre et il y a de temps en temps, il y a des petites coupures dans votre connexion. Exactement. OK. Oui, Mais nous continuons. Mais oui, pour tout soignant présentant un syndrome viral, même peu symptomatique, l'hypothèse du SARS-CoV-2 doit être envisagée et ce soignant devra être testé. Un entretien des surfaces critiques, vide de lit, pousse seringue, paillasse de patient, par un détergent, un désinfectant, 1 à 2 fois par jour pour un même patient est indispensable. Vous allez voir qu'au cours de la présentation, il y a des petits détails qui ne ressemblent pas au bloc opératoire, mais qui font partie de l'entité réanimation. Parce que nous sommes partout, nous sommes au bloc opératoire et nous sommes aussi en réanimation. OK. Ça bloque à chaque fois. Les équipements de protection en salle d'opération. Tout le personnel impliqué dans la prise en charge doit porter un équipement de protection individuelle. C'est ce qu'on appelle couramment le EPI. De quoi est composé ce EPI? Un masque de protection, idéalement le FFP2 ou le N95, mais le plus important est que ce masque doit être correctement ajusté au visage. Des lunettes de protection ou une visière, une blouse chirurgicale et ou un tablier de préférence imperméable à manches longues, des chaussures, des gants non stériles, 2 paires de gants, nous dirons pourquoi plus loin, et des bonnets chirurgicaux. Oh là là, ça bloque tout le temps. Les membres de l'équipe doivent procéder à des tests d'ajustement d'adéquat des masques N95. Et il faudra également que l'on s'exerce à revêtir et à enlever de manière appropriée l'équipement de protection individuelle. Encore, pour la protection, le patient doit toujours porter un masque chirurgical durant son transfert à la salle de soins ou en attente de toute procédure. Sur cette diapositive, nous voyons le matériel de protection par ordre, comment on le porte par ordre et comment on l'enlève. N'oubliez pas qu'en enlevant ce matériel de protection, on peut se contaminer. Donc, il est aussi important de savoir comment se l'enlever. Préparation. Qu'entendons-nous par préparation? À l'arrivée du patient au bloc opératoire, n'oubliez pas que nous restons dans le contexte de COVID-19. Que devons-nous faire? Fermer la porte et toutes les ouvertures avant d'enlever le masque du patient. Il faut préparer et partager le plan d'action de l'équipe. Le rôle précis de chaque intervenant doit être rappelé avant de démarrer la procédure. Il faut que les gestes soient précis. Préparer le matériel de prise en charge et de réanimation, ce qui se fait d'habitude. Mais dans ce contexte, il est impérieux que cela se fasse et de manière ordonnée. Nous voulons parler de laryngoscope, de sonde, les agents anesthésiques, les médicaments sont sur seringue, les drogues d'induction, les entretiens, l'équipement d'anesthésie, machine anesthésique, circuit, filtre, tout doit être prévu à l'avance. Le personnel impliqué dans cette prise en charge doit être limité au minimum. Idéalement sans sortie de salle, ni échange de personnel durant toute la durée de l'intervention. Ça bloque. OK. Nous voilà à la procédure de prise en charge des voies aériennes. La procédure de prise en charge des voies aériennes englobe la ventilation non invasive et la ventilation invasive. N'oubliez pas que je vous ai dit
que nous parlons ici des soins qu'on peut aussi donner en soins intensifs. La ventilation non invasive, en début de pandémie, l'intubation trachéale est considérée comme le pilier du traitement. Cependant, les études rétrospectives, nous parlons des autopsies de cadavres, ont pu démontrer que cette façon de faire était considérée comme une manière agressive, de même que la ventilation mécanique. La ventilation non invasive et la ventilation à haut débit par canule nasale constituent à l'heure actuelle un élément important de la prise en charge de ces patients. Et nous en sommes très contents parce que ce sont les moyens les plus disponibles en Haïti. Nous voilà à la ventilation invasive ou intubation. Pour faire cette intubation, il y a une marche à suivre. Premièrement, nous parlons de la préparation du matériel. Nous parlons de laryngoscope avec l'âme prête et vérifiée, vidéolaryngoscopie si disponible, sonde d'intubation ou trachéale adaptée, mandrin, pince de McGill, seringue pour ballonnet, canule de Guedel, filtre respirateur, masse faciale à haute concentration, ruban adhésif pour la sonde, drogue d'induction sur seringue et lanière. Critères d'intubation. Nous sommes à la procédure de prise en charge des voies aériennes. Critères d'intubation. Chez l'adulte, je pense que je suis allée trop loin. Chez l'adulte, il faut envisager l'intubation endotrachéale dans les cas suivants. Indication chirurgicale ou en cas de détresse respiratoire réfractaire avec les signes, fréquence respiratoire supérieure à 40, absence d'amélioration du travail respiratoire, majoration des sécrétions trachéales et une incapacité pour ce patient à maintenir une incapacité de supérieure à 88%, une oxygénation pendant 10 à 20 minutes à 5 litres d'oxygène sur masque simple ou 15 litres par minute sur masque à réservoir, ou encore en cas d'acidose ventilatoire avec pH supérieur à 7,3. Procédure d'intubation. L'objectif, c'est d'éviter une intubation d'urgence. Avant l'intubation, à quoi devons-nous penser? Nous devons penser à réduire au maximum le risque d'aérosolisation. Comment? En minimisant ou en éliminant la ventilation au masque. Si nous sommes obligés de utiliser un faible volume. Il faut aussi veiller à ce que le masque anesthésique soit bien adhéré au visage du patient et ne pas hésiter à le maintenir avec 2 mains. C'est pourquoi dans ce contexte, il faut privilégier l'acte d'intubation au plus expérimenté et l'intubation vigile sous vibroscopie doit être évitée sauf indication spécifique. Encore, prévoir une intubation à séquence rapide, même si le patient est à jeun, et avoir de préférence un système d'aspiration clos dont nous voyons l'image, afin d'éviter les aérosolisations que nous pouvons avoir avec les systèmes que nous utilisons d'habitude ici. Utiliser un filtre hydrophobe ou EPA entre la sonde d'intubation endotrachéale et le ventilateur. Nous avons vu avant l'intubation, maintenant, pendant l'intubation. Nous avons signalé au tout début qu'il faut préciser le rôle des intervenants. Éviter au maximum tout. Et il faut que l'équipe se surveille mutuellement afin de minimiser toute contamination. Après l'intubation, réduire le risque d'aérosolisation en minimisant le délai de sécurisation des voies aériennes, c'est-à-dire assurer le gonflage immédiat du ballonnet et si jamais il faille débrancher c'est-à-dire le tube endotrachéal, il faut d'abord clamper la sonde d'intubation endotrachéale. Et même en cas de débranchement accidentel, il faut clamper le tube avant de le rebrancher. Il faut pratiquer la technique de 2 paires de gants. Nous en avions parlé avant. Pourquoi avoir 2 paires de gants? La première paire de gants constitue la sonde. Il faut qu'elle soit toujours là. Il faut que les mains ne soient jamais nues.
Donc, nous avons la première paire de gants. La deuxième paire de gants va constituer le sac dans lequel ce matériel souillé va être déposé. Donc, il y aura toujours en main cette première paire de gants et certainement, on va en mettre une deuxième. Et ce matériel souillé doit être déposé dans des bacs destinés à cet effet. Suivant. Oh là là, un moment. Oups. Oui, à chaque fois que... Critères d'extubation. Nous avons vu intubation, avant intubation, intubation, et maintenant nous sommes au critère d'extubation. Ce sont les critères conventionnels d'extubation. Les critères respiratoires, respiration spontanée régulière, pas de tirage, fréquente entre 12 et 15 minutes. Critères de vigilance, que le patient soit réveillé complètement, qu'il ait une réponse rationnelle aux ordres simples, réflexe et qu'il ait le réflexe de déglutition. Critères cardiovasculaires, critères généraux, température, décurarisation complète, analgésie correcte, absence de complications chirurgicales. Les critères n'ont pas changé. Procédure d'extubation. On va procéder à l'extubation, mais il y a une façon de faire. Il faut éviter les risques d'un échec à l'extubation. S'il y a un encombrement trachéobronchique ou des troubles de la déglutition, chercher les facteurs de risque de l'hémorragie, c'est-à-dire s'il y a eu une intubation traumatique, s'il y a eu 2 essais. Si nous jugeons ces facteurs présents, il faut penser à la corticothérapie et envisager une ventilation non invasive chez tout patient présentant un haut risque d'échec à l'extubation. Nous voulons parler de patients âgés, de patients avec insuffisance respiratoire ou avec insuffisance cardiaque. Toujours dans la procédure d'extubation, réduire ou éviter tout geste pouvant entraîner un risque d'aérosolisation ou de contamination, telle la ventilation au masque ou l'aspiration ouverte des voies aériennes. Et avant l'extubation, pour empêcher l'aérosolisation, il faut bien appliquer le masque anesthésique sur le visage du patient. C'est à ce moment seulement que l'on peut dégonfler le ballonnet et enlever le tube. Nous avons ici un algorithme d'extubation en réa, particulièrement en réa, mais nous allons le survoler. Réalisation de l'épreuve de sevrage, succès de l'épreuve, rechercher les facteurs de risque. Si présent, il faut envisager l'extubation dans 12 à 24 heures. Si le patient présente un facteur de risque d'œdème laryngé, envisager la corticothérapie, expliquer le geste au patient et l'asseoir, pas d'aspiration intratrachéale juste avant, extubation et oxygénation, envisager la VNI prophylactique chez les patients à haut risque comme d'extubation à haut risque d'échec, d'extubation comme nous l'avions vu tantôt. Pourquoi ça? Nous avions parlé de l'anesthésie générale. Nous avions parlé plutôt de la procédure de prise en charge des voies aériennes. Nous sommes maintenant à l'anesthésie loco-régionale. Qu'est-ce qui se passe à l'anesthésie loco-régionale? Les mêmes consignes sont applicables. Le patient porte un masque chirurgical, l'équipe soignante porte son EPI complet et si besoin d'une oxygénation par canule nasale, cette canule va être placée sous le masque chirurgical du patient et l'oxygène ne sera ouvert qu'après s'être assuré du bon positionnement du masque. Un suivi post-opératoire, ce que nous appelons salle de réveil. Le port de l'EPI est aussi obligatoire, visière et masque N95. Il faut admettre autant que possible un patient à la fois en salle de soins post-interventionnels, dite salle de réveil. Et il faut aussi rappeler que le patient devra porter le masque chirurgical en tout temps.
Nettoyage et désinfection. Les recommandations suivantes tiennent compte de la réalité et des limitations de notre milieu. Nous le savons tous. Possible. La sonde d'intubation orotrachéale est une sonde à usage unique. Autant que possible, elle doit être neuve. Le cas échéant, cette sonde devra être préalablement lavée et désinfectée. Tout matériel utilisé, sonde d'intubation orotrachéale, canule de Guedel, circuit annelé, lame de laryngoscope, tout ce matériel doit être lavé et trempé dans de l'eau chlorée à 0,2% pendant 15 minutes. Il faudrait noter que les solutions chlorées sont inactivées par les matières organiques telles que le sang et autres liquides biologiques. Une asepsie aspersion de la salle, une anesthésie, de la table d'opération, des moniteurs, de tout ce que l'opération doit être réalisée en cas d'anesthésie générale, en cas d'anesthésie loco-régionale et même en cas d'anesthésie locale. Les chariots de transport, ils doivent être désinfectés après chaque utilisation. Un conduit évacuateur doit être nécessairement établi de la machine anesthésique vers l'extérieur afin d'éviter la contamination de la salle. La plupart de nos machines anesthésiques ont un conduit qui y pend et tout le gaz expiré par le patient est expiré est dans la salle. Tout ce gaz reste dans la salle et n'est pas dirigé vers l'extérieur. Les déchets de soins et les protections utilisées doivent être éliminés au moyen d'un dispositif spécialement conçu à cet effet. Circulation du personnel de la salle d'opération. Dans le contexte du COVID-19, nous portons tous un masque dans les rues. Donc, ce masque que porte le personnel de la salle d'opération, en arrivant au bloc opératoire, il doit être remplacé par un autre. Ce masque ne peut pas entrer au bloc opératoire. Le personnel d'hospitalisation devra conduire le patient à l'entrée du bloc opératoire où il sera pris en charge par le personnel affecté au bloc. Ceci pour éviter les va-et-vient d'hospitalisation. Le personnel doit être strictement assigné au bloc opératoire. Il faut éviter le passage d'une salle à l'autre en cours d'intervention. Et ce personnel de bloc opératoire doit se changer après chaque intervention. Nous parlons de swab, bonnet, bon masque. Ceci est un algorithme des principes de la gestion des voies aériennes pendant la pandémie COVID-19. Malheureusement, bon, les caractères n'apparaissent pas trop bien. C'est un algorithme qui résume le comportement à voir avant, pendant et après. Avant, nous parlons là de protection du staff et de préparation. Au fait, c'est tout ce que nous avons déjà vu. Pendant, nous parlons de l'équipe dynamique, du rôle des interviews, de la préparation de tout ce qui va être utilisé. Et après, nous parlons du matériel à mettre de côté dans des bacs prévus à cet effet. Nous parlons du déshabillage qui doit être fait strictement comme il doit être fait pour de contamination, lavage des mains et finalement briefing de l'équipe. Les principes de gestion des voies aériennes en période de COVID-19 peuvent s'appliquer au bloc opératoire, aux soins intensifs, au service des urgences et au service de salle. Ce sont des principes similaires qui s'appliquent à l'extubation des patients suspects ou confirmés. La fin de l'épidémie, malheureusement, ce n'est pas pour demain. Elle n'est actuellement pas prévisible. Cela impose donc des comportements responsables et éthiques que nous devrions adopter probablement jusqu'à la fin de 2020. Nous l'espérons. Les cas opératoires urgents
Les cas opératoires urgents n'étant pas différables seront pratiqués dans des conditions adéquates. Les cas jugés à haut risque de transmission de la COVID-19, il faudra dans ces cas-là envisager une approche alternative au traitement médical seul. Évaluer, selon la prévalence de la COVID-19 dans la communauté, les risques et bénéfices de toute intervention chirurgicale élective et surtout bien informer le patient. Toujours dans le domaine de la chirurgie élective, nous nous disons, comme le VIH, le test COVID ferait-il partie du bilan? Si jamais, quel serait le meilleur test? Nous pensons dans ce cas. Et pour nous, personnels soignants, devrions-nous faire ce test obligatoirement? Si oui, à quel rythme? Je vous remercie. N'oubliez pas les gestes barrières. Docteur Bans, merci infiniment pour votre présentation et merci aussi de rester à l'intérieur, le plus possible à l'intérieur du temps imparti. Et merci pour la participation de tous ceux qui étaient là avec nous. Nous avons bien vu que nous avons un petit problème d'heure. Et je vais demander l'indulgence de tous ceux qui participent cet après-midi avec nous à ce dialogue et de nous donner la possibilité d'aller un tout petit peu plus au-delà de l'heure impartie. Nous allons essayer, avec votre permission, de prendre des 15 minutes, maximum 20 minutes en plus, c'est-à-dire finir à 6h15 et notre présentation. Et nous aurons Dr. Kédi Moïse. Merci, Dr. Bass. Nous aurons Dr. Kédi Moïse. Mais avant, je vais vous faire rapidement quelques annonces et très importantes. Et quelques annonces très importantes. La première annonce, c'est, et nous demandons à toute personne qui participe actuellement dans cette présentation de poser maintenant leurs questions. C'est vraiment très important de poser les questions maintenant. Et je recommande qu'on pose les questions directement à Dr. Bans et sur son chat. Et si vous regardez le chat sur votre téléphone ou sur l'ordinateur, vous allez voir que vous pouvez choisir la personne à qui vous envoyez le message. Donc, envoyez directement à Dr. Bans parce qu'on va poser des questions tout à l'heure pour Dr. Moïse et j'aimerais que les médecins, les présentateurs soient beaucoup plus à l'aise pour justement ne pas devoir et perdre du temps sur le nombre important de questions. Dr. Bans va, pendant la présentation de Dr. Moïse, commencer à lire les questions et préparer ses réponses. Et en même temps, pendant que Dr. Moïse fait sa présentation, poser également les questions à Dr. Moïse, ce qui lui permet, une fois qu'il aura terminé avec sa présentation, de pouvoir répondre à ces questions. Encore une fois, nous n'avons pas beaucoup de temps. La deuxième annonce que je voulais partager avec vous est extrêmement importante. Sur ce groupe, beaucoup d'entre vous sont déjà passés sur la plateforme Slack. C'est extrêmement important parce que, en fait, avec cette initiative de dialogue médical national, nous allons petit à petit sortir de WhatsApp comme moyen de communication privilégié pour passer à un moyen de communication beaucoup plus professionnel, utilisé par les très grandes entreprises mondiales. Pourquoi? C'est parce que nous voulons avoir un dialogue beaucoup plus dynamique et beaucoup plus présent. Ça veut dire passer d'un dialogue où chaque 15 jours nous parlons, nous discutons ensemble, à un dialogue que nous pouvons faire régulièrement en ayant la possibilité, justement, régulièrement de pouvoir partager des informations et même de faire des présentations à travers cette technologie. Sur vos WhatsApp, vous avez reçu des invitations pour venir sur Slack. Je pense que M. Nkaya peut aussi mettre le lien de dialogue médical sur Slack. Peut-être que depuis cette conférence, vous pouvez copier ce lien et essayer d'aller télécharger cette plateforme. Quand vous êtes sur Slack, vous avez beaucoup d'opportunités, beaucoup d'avantages qu'on vous donne versus WhatsApp. Par exemple, les présentations que nous avons maintenant
et seront tous postés régulièrement sur la plateforme Slack et c'est vous qui aurez l'opportunité de justement visualiser ces présentations autant que vous le souhaitez. L'autre avantage avec Slack, nous allons pouvoir avoir des dialogues continus parce qu'en fait, au-delà de la présentation, peut-être que nous allons pouvoir continuer les discussions d'une part ou commencer une discussion qui n'a pas encore été présentée. Parce que l'initiative Dialogue National n'est pas seulement des conférences, c'est vraiment une initiative dont l'ambition, c'est de permettre que nos autres professionnels de santé et cliniciens, nous ayons la possibilité systématiquement de discuter autour de thématiques très importantes, mais d'augmenter, de continuer, en fait, d'arriver à faire en sorte que la formation médicale continue soit une réalité, redevienne une réalité pratique dans notre pays. J'en profite pour féliciter beaucoup d'initiatives, que ce soit des autres sociétés savantes, la Char et la société de pédiatrie qui fait beaucoup d'interventions sérieuses aussi. Et docteur Derivois nous a partagé avec nous et je lui demande de partager sur ce chat aussi une présentation qui se fera, je crois que c'est le 3 juillet, elle pourra nous dire sur le chat. Et donc, nous devons avoir cet espace et ces espaces de discussion et donc aller sur Slack. Aussi, nous voulons mettre en place, consolider le comité de travail. Pour l'instant, pour cette initiative, ce que nous avons moi-même comme technicien, de temps en temps les équipes de HPH également, mais surtout, on a pu consolider le noyau technique avec la possibilité d'avoir la plateforme technologique que vous voyez ici. Et aussi, parallèlement, j'ai tous les collègues que j'ai qui sont pour la plupart basés aux États-Unis, qui nous aident dans la planification de ces présentations, de ces conférences, etc. Mais nous devons arriver à une initiative qui soit intégrée à la pratique médicale haïtienne. Ce qui fait qu'à partir de cette semaine, sur Slack, je vais essayer de voir avec nos autres professionnels qui sont sur Slack comment nous allons pouvoir mettre en place une commission, un comité de travail pour justement cette initiative. Concrètement, pourquoi? C'est pour pouvoir planifier les présentations et planifier les documentations. Et il y a une chose que j'aimerais aussi qu'on arrive à faire de plus en plus, c'est sûr, sur Slack même, nous allons avoir, vous et moi, qui allons partager des informations. Et j'aimerais avoir un petit comité qui peut faire ce travail, ce travail technique de critique, travail scientifique, de voir. Et je ne vais pas parler de validation de documents, mais quand même, il faut vraiment rester dans un sens où ce n'est pas juste des opinions qui se partagent, mais des évidences scientifiques que nous sommes en train de partager, comme Dr. Bans vient de le faire avec nous. La troisième raison pour laquelle je vous ai demandé de venir sur Slack, vous pouvez remarquer qu'aujourd'hui, on a 41 participants sur ce Zoom. Et ce n'est pas un problème parce que nous avons aussi des gens sur Facebook. Et aussi, cette présentation va être complètement publiée. Mais si possible, même déjà aujourd'hui, nous allons essayer un nouveau format. Nous allons, peut-être pas aujourd'hui pour des raisons de temps, mais donner la possibilité aux gens de parler directement et de faire justement que ce soit un vrai dialogue. La dernière chose que je vous dis, j'ai déjà trop parlé, c'est qu'en juillet sera un mois spécial, un mois très important dans le cadre de dialogue. Nous sommes en train de réfléchir pour faire du mois de juillet 2020 un mois où nous allons regarder en face, et vraiment en face, la réponse nationale au COVID à tous les niveaux. Et le 26 juillet, qui est une date que j'aimerais que vous reteniez, le 26 juillet, qui est le dernier dimanche du mois de juillet, retenez cette date, nous essaierons d'avoir un panel de scientifiques qui va... Je n'entends rien. Nous essaierons d'avoir un panel de scientifiques qui nous aidera à nous essayer d'explorer les possibilités qui expliquent pourquoi la courbe épidémiologique du COVID en Haïti n'est pas superposable aux courbes épidémiologiques de la maladie dans des espaces qui nous sont très familiers, que ce soit à New York, que ce soit en Floride ou même en République dominicaine. On se pose beaucoup de questions, on n'a pas de réponse. Et nous allons essayer de prendre tout le mois de juillet à voir avec des spécialistes, des experts, nous autres cliniciens, comment explorer cette situation. Pour plusieurs raisons. L'une d'entre elles est que peut-être qu'il y a des choses qu'on a fait ou que nous n'avons pas fait qui vont expliquer
l'impact, je ne vais pas dire minimal, mais différent de ce que nous avions espéré. Et ceci, si on se rend compte pourquoi, peut-être qu'on pourra se dire comment faire pour justement consolider cet aspect. Et peut-être aussi que l'ouverture du pays, comme Dr. Bans l'a très justement fait remarquer, va devenir un autre défi pour nous. Peut-être que c'est le moment justement d'approfondir la réflexion et de dire voici les choses qu'il ne faudra pas faire pour justement continuer à avoir un pays où il y a moins de 100 cas après 3 mois d'infection, moins de 100 cas qui sont rapportés, moins de 100 cas de décès qui sont rapportés jusqu'à présent. Donc, ce sera un mois très important, le mois de juillet. Nous allons sur Slack, mais aussi dans les conférences, nous attarder et réfléchir avec les scientifiques, avec les experts. Déjà, nous vous disons que nous allons travailler pour avoir des virologues avec nous, des épidémiologistes avec nous, des chercheurs haïtiens, des chercheurs internationaux. Nous avons déjà commencé à les contacter pour essayer de commencer à répondre aux questions que vous et moi nous avons sur pourquoi est-ce que ça s'est passé différemment. Donc, 26 juillet est la date fatidique. Même si le 12 juillet, nous aurons un panel, et ce ne sera pas vraiment des présentations, nous aurons un panel qui va travailler qui va faire une présentation sur la réponse communautaire au COVID en Haïti. Ça veut dire que la prochaine rencontre que nous aurons, ce sera le 12 juillet, avec un panel dont je ferai partie pour justement discuter ensemble et de la réponse communautaire au COVID, mais le grand rendez-vous pour le mois de juillet, c'est le 26 juillet avec des scientifiques que nous allons avoir pour parler de comment est-ce que nous avons fait face à cette maladie en Haïti. Docteur Moïse, je sais que vous êtes déjà prêt et je vais vous passer le microphone. Et Docteur Bans, entre-temps, essayez de regarder les questions qui vous sont posées pour commencer à y répondre. Merci infiniment pour votre participation et votre intérêt. Merci beaucoup, Docteur Moïse. Allez-y pour votre présentation. Je ne sais pas si vous avez la possibilité de partager l'écran. J'ai oublié de demander ça. OK, merci. Docteur Bans, vous pouvez fermer votre caméra maintenant, comme moi je vais le faire. Et puis, merci beaucoup, Docteur Moïse. Et c'est à vous. Bonne présentation. Bonsoir à tous. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous cet après-midi dans le cadre de cette conversation médicale, surtout ce sujet de coronavirus, COVID-19, qui nous interpelle tous et qui est actuellement le gros de l'actualité médicale, que ce soit en Haïti ou à l'extérieur. Je suis Dr. Kédi Moïse, responsable des activités cliniques à la FADIMAC, la Fondation haïtienne de diabète et de maladies cardiovasculaires, et coordonnateur de recherche. Comme vous savez tous, dès le 8 décembre 2019, en Chine, au niveau de la province Hubei, nous avons enregistré le premier cas de COVID-19 qui est dû au virus SARS-CoV-2. Et dès le 11 mars 2020, l'OMS a dû déclarer la pandémie vu l'évolution de cette épidémie au niveau mondial. Comme vous savez, comme agent causal de la COVID-19, nous avons le SARS-CoV-2, qui est un virus de la famille des coronaviridae, qui est assez connu pour provoquer, et en termes d'épidémies majeures récentes connues dans le monde, qui ont été assez limitées dans le temps et l'espace. Nous pouvons compter le SARS-CoV-1, qui a provoqué une épidémie en 2003, et le MERS-CoV, qui a provoqué une épidémie entre 2012 et 2015. Ces deux épidémies, heureusement, ont été limitées au niveau du Moyen-Orient. Ici, vous pouvez voir une illustration du virus SARS-CoV-2. Ici, sur le schéma microscopique, sur l'illustration microscopique, vous pouvez voir cette couronne qui entoure le coronavirus. Et c'est ce qui donne au virus son nom, coronavirus. À cette famille, le nom de coronavirus. Et plus précisément, sur ce schéma, vous pouvez voir ce que représente cette couronne. Il s'agit de la protéine de surface S qui se trouve au niveau de la surface de cette famille de virus.
Globalement, plus de 10 millions de cas ont été enregistrés dans le monde et parmi ces cas, à peu près 40,9% sont actifs. Et parmi les cas qui ont une issue, ça veut dire des cas qui ont été conclus, nous avons 92% de patients qui ont été guéris et 8% de patients qui sont décédés. Ces données proviennent de la grande base de données Worldometer, consultée hier vers 5h PM. Au niveau local, avant le niveau local, ici vous pouvez voir que la pandémie a pratiquement des agglomérations de plus de 50 000 cas à peu près sur tous les continents. Et la plupart des continents ont des agglomérations avec plus de 300 000 cas. Donc, c'est pour vous dire qu'il s'agit d'une pathologie actuellement extrême et communautaire. Au niveau local, comme vous venez de voir tout à l'heure, dès le 19 mars, nous avons enregistré le premier cas et depuis lors, nous avons une accumulation progressive. Parfois, ça nous donne l'apparence d'évoluer en dents de scie. Et en tout, nous comptons 5 777 cas enregistrés au niveau national, enregistrés par le système de santé, avec 100 décès. Actuellement, la létalité est autour de 1,7%. Les départements les plus touchés sont le département de l'Ouest, suivi des départements de l'Ottibonite et du Centre, qui sont à peu près au même niveau. Si nous suivons l'évolution de la situation par semaine épidémiologique, nous pouvons voir que dès la 23e semaine, il y a une inflexion de la courbe. Inflexion de la courbe, proportion de positivité. Mais nous ne sommes pas sûrs. Est-ce que cela représente un recul de l'épidémie ou tout simplement, est-ce que cela illustre nos faibles capacités en matière de tests, en matière de réalisation de tests de dépistage? Voyons maintenant les propriétés, rapidement, les propriétés biologiques du SARS-CoV-2, qui est le virus responsable de la COVID-19. En fait, il s'agit d'un virus ARN avec à sa surface une protéine de surface qui donne la forme avec la couronne. Et cette protéine de surface est extrêmement importante parce que c'est à travers cette protéine que va se faire la liaison avec le récepteur et la pénétration à l'intérieur de la cellule. En général, on aime parler de l'AS2, qui est le Angiotensin Converting Enzyme 2, qui est une enzyme qui permet la pénétration du virus dans la cellule. Mais on parle assez rarement de la protéase TMP-RSS. Or, cette protéase est aussi importante que l'AS2 pour la pénétration de la cellule. Parce qu'avant d'avoir la liaison avec l'AS2 et la pénétration intracellulaire, il faut qu'il y ait le clivage protéolytique par cette protéase. Et c'est à ce moment qu'il va y avoir la pénétration par endolyse à l'intérieur des cellules. Une fois que ce virus intègre ces cellules et se réplique, la maladie COVID-19 peut s'exprimer de différentes manières. On peut avoir soit une forme simple, une forme légère, ou une forme modérée, une forme sévère, et parfois on peut avoir une détérioration rapide. Là, je vais m'attarder un petit peu. La forme légère va être constituée de symptômes assez légers, une fièvre, parfois à degré modéré, parfois à haut degré, une toux sèche, de la fatigue, des douleurs musculaires. Mais dès qu'on arrive à la phase sévère, on va avoir une dyspnée, une saturation en oxygène qui va au-delà de 94% à l'air ambiant et au repos, et une fréquence respiratoire qui va au-delà de 30. Mais même quand
on est à la phase sévère, tout le monde ne progresse pas vers la détérioration et la mort. Mais ça arrive que dans environ 5% des cas, ou selon le milieu encore moins, ça arrive qu'il y ait vers le 10e jour une détérioration rapide avec l'apparition d'un choc septique ou d'un syndrome de détresse respiratoire aiguë, une acidose métabolique et d'autres troubles, surtout cardiovasculaires et des troubles de coagulation qui vont précipiter vers la mort. Dès les premières semaines de l'épidémie en Chine, on a réalisé des études observationnelles pour évaluer la prévalence des maladies cardiovasculaires au sein de la population qui présente la COVID-19. Et sur ce tableau, vous pouvez remarquer les différentes études, vous pouvez regarder les différentes études qui ont été réalisées. Et tout en bas, vous pouvez regarder, pas forcément atteint de COVID, des différents facteurs de risque. Allô? Allô? Docteur Oui, on Moïse, vous entend. vous êtes de retour en ligne. De retour en ligne. Vous Je suis pouvez- connecté. Où est-ce que j'étais arrivé? Donc, on vous a, c'était quelques secondes. Vous pouvez continuer là où vous étiez. Continuez tout simplement. OK. Donc ici, vous pouvez remarquer que dans la population générale, la prévalence des facteurs de risque et des maladies cardiovasculaires n'est pas différente que dans la population générale, que dans la population atteinte de COVID-19. Il s'agit pratiquement des mêmes prévalences. Mais par contre, ici, quand on regarde les formes sévères de COVID-19, par rapport aux maladies cardiovasculaires, on peut voir que pour le facteur de risque connu et pour les maladies cardiovasculaires établies, le fait d'avoir une forme sévère, ce risque augmente considérablement en fonction de la présence des facteurs de risque ou du moins en présence des antécédents de maladies cardiovasculaires. Et ici encore, sur des données collectées en France, nous pouvons voir qu'il y a une augmentation du risque en fonction des maladies cardiovasculaires, ou du moins en fonction des risques cardiovasculaires connus. Ainsi, le diabète augmente le risque d'avoir un recours à la ventilation mécanique de plus de 2 fois. Et l'hypertension également, et aussi la dyslipidémie, qui sont des facteurs de risque cardiovasculaire connus. Mais une fois qu'on a ces facteurs de risque et que ces facteurs de risque précipitent une forme sévère de COVID-19, plusieurs autres atteintes cardiovasculaires peuvent se greffer sur cette infection. Ainsi, on peut avoir une arythmie, on peut avoir une myocardite, un syndrome coronaire aigu, une maladie thromboembolique, une insuffisance cardiaque et dans les cas très sévères, un choc cardiogénique qui peut aboutir jusqu'au décès du patient. Commençons avec les atteintes cardiovasculaires de type lésion myocardique. Ce sont des lésions qu'on remarque dès le début de l'épidémie en Chine. Les patients peuvent présenter une myocardite, soit ischémique, ou les patients peuvent présenter soit une ischémie myocardique, soit des processus non ischémiques de type myocardite. À ce moment, ce qu'on observe, ce sont les troponines sériques qui sont élevés chez ces patients, et on remarque que ces taux sont plus élevés chez les patients décédés que chez les patients qui ont survécu. Et ces troponines sont aussi plus élevées chez ceux qui ont une forme sévère que chez ceux qui ont une forme légère. Et maintenant, si on prend le tableau où il y a une souffrance myocardique qui est associée à des anomalies de l'ECG, on peut voir que cela survient chez 7 à 17% des patients. Donc, ces patients présentent une forme de souffrance myocardique qu'on appelle le STEMI, que nous pouvons voir juste avec une évaluation de l'électrocardiographie.
Ces troubles sont plus fréquents chez les patients qui sont admis aux soins intensifs. C'est de 22, la fréquence est de 22,2% chez ces patients contre 2% chez les patients qui n'y sont pas admis. Et chez les patients qui sont décédés, ces taux sont encore plus élevés. On compte 59% chez les patients décédés contre 1% chez les patients qui ont survécu. Ici, sur cette image échocardiographique, nous pouvons voir, ça nous permet de faire aux urgences un dépistage rapide des complications cardiovasculaires qui sont liées à la COVID-19. Ce qu'on peut voir à la sonographie cardiaque, c'est une augmentation de volume du ventricule gauche avec un dysfonctionnement et aussi un certain degré de d'épanchement péricardique. Cela peut nous mettre sur la piste de complications cardiovasculaires aiguës de la COVID-19 et ceci peut nous donner une indication du pronostic de ces patients. Autres troubles qu'on peut avoir, ce sont des troubles du rythme. Ces troubles sont peu spécifiques, mais se rencontrent chez environ 7,3% de la population dans une étude chinoise qui a été réalisée dès le début de l'épidémie. Une autre cohorte chinoise de 138 patients a révélé que ces arythmies sont encore plus élevées et peuvent aller jusqu'à 16,7%. Et quand on compare les populations admises aux soins intensifs et ceux qui n'y sont pas admis, on peut voir que les arythmies sont beaucoup plus élevées chez la population qui est admise aux soins intensifs. Ainsi, on a 44,4% chez ceux qui sont aux soins intensifs contre 6,9% chez ceux qui n'y sont pas admis. Plusieurs facteurs ont été attribués à ces arythmies. Il y a d'abord les désordres métaboliques, parmi lesquels un diabète non contrôlé, une dyslipidémie non contrôlée, et également, il y a aussi l'hypoxie qui est caractéristique aussi de l'infection à COVID-19. Et aussi, il y a le stress neuro-hormonal avec l'hyperglycémie et aussi le stress inflammatoire avec toute la sécrétion de cytokines qui va suivre au cours de l'évolution clinique de la pathologie. Il y a aussi un lien entre l'expression clinique de la COVID-19 et l'hypertension artérielle. Pourquoi? Parce que comme nous savons tous, le SARS-CoV-2 utilise l'ACE2 comme un récepteur cellulaire, récepteur membranaire. Qu'est-ce qui va se passer? Cette ACE2 est très importante dans la régulation de la tension artérielle en inhibant le système rénine-angiotensine-aldostérone. Mais en présence de l'infection à COVID-19, il va y avoir une altération de cette inhibition. Et à ce moment, les effets néfastes du système rénine-angiotensine-aldostérone vont se manifester. Autre façon par laquelle l'hypertension artérielle peut contribuer à l'expression clinique de la COVID-19, c'est à travers un dysfonctionnement du système immunitaire. Qu'est-ce qui va se passer? L'hypertension chronique provoque ce qu'on appelle une immunosénescence des CD8, ce qu'on appelle un vieillissement du système immunitaire. Cela va se traduire par une incapacité à combattre une infection virale et aussi va contribuer à une hyperproduction de cytokines. Cette hyperproduction de cytokines, nous savons que c'est l'un des facteurs à incriminer dans la grande mortalité liée à l'infection au SARS-CoV-2. Cette hyperproduction de cytokines peut aboutir à ce que nous appelons la tempête cytokinique. Et à ce moment, c'est comme si l'organisme est surpassé par le système immunitaire. Normalement, ces cytokines auraient dû faire appel à des cellules du système immunitaire qui allaient combattre l'infection.
Docteur Moïse? Ah, OK. Je vais vous demander de unmute votre ordinateur. Docteur Moïse, je n'arrive pas à le faire moi-même. Il faut que vous allumez votre microphone. Alors, vous m'entendez? Oui, je vous entends. OK. Merci beaucoup. Je reprends ce que je viens de dire. Autre mécanisme par lequel l'hypertension peut contribuer aux symptômes cliniques de la COVID-19, c'est par une dysfonction du système immunitaire qui est liée à une immunosénescence des CD8, ce qu'on appelle un vieillissement du système immunitaire. L'hypertension artérielle provoque ce vieillissement. À ce moment, il y aura une incapacité à combattre l'infection virale et aussi une surproduction de cytokines. Nous savons que ceci est lié à une très grande mortalité dans le cadre de la COVID-19. La tempête cytokinique est un facteur qui assombrit le pronostic vital. Et c'est un facteur qui est ciblé dans le cadre du développement de thérapies ciblées. Autre atteinte cardiovasculaire que nous pouvons avoir comme expression clinique de la COVID-19, ce sont les troubles de la coagulation. Et dans ce cas précis, nous pouvons avoir une coagulation intravasculaire disséminée. Ceci va s'exprimer par une élévation des D-dimères et une élévation des produits de dégradation de la fibrine. Bien que l'élévation des D-dimères soit peu spécifique à la COVID-19, certaines études ont montré que c'est lié à une augmentation significative de la mortalité intra-hospitalière. Nous n'allons pas nous baser sur la coagulation intravasculaire disséminée pour diagnostiquer la COVID-19. Par contre, nous pouvons nous servir des D-dimères et des produits de dégradation de la fibrine pour classifier les patients comme sévères ou peu sévères ou pour précisément établir un pronostic. Dans le cadre du diabète, nous savons que de manière générale, chez le diabétique, il y a une prédisposition aux infections. Et ceci est dû à un défaut dans le mécanisme de phagocytose et aussi des troubles de la chémotaxie des polynucléaires neutrophiles. Et le diabète a été reconnu comme un facteur d'aggravation de la pneumonie communautaire. Donc là, nous sommes en présence d'une autre pathologie respiratoire, une autre pathologie respiratoire en prime abord. Donc, déjà, nous pouvons nous dire que le diabète va représenter un facteur de risque d'avoir une aggravation de cette pathologie. Si on ajoute le fait que le diabète soit en lui-même un état pro-inflammatoire et pro-coagulant, ceci va encore augmenter la charge de morbidité que représente la COVID-19 en présence d'un diabète. Et l'hyperglycémie en elle-même, l'hyperglycémie aiguë provoque une régulation positive de la spire. Et à ce moment, cette régulation positive va faciliter la pénétration intracellulaire du virus. Ça, c'est de manière aiguë. Mais de manière chronique, une hyperglycémie non contrôlée va provoquer une régulation négative. Donc, c'est l'inverse de ce que nous pouvons remarquer avec l'hyperglycémie aiguë. Dans ce cas, il n'y aura pas de facilitation de la pénétration, mais les effets seront encore sévères parce qu'il y aura une exposition aux effets inflammatoires néfastes liés au virus SARS-CoV-2. Et à ce moment, la tempête cytokinique dont nous venons de parler peut avoir des effets encore plus dramatiques. Déjà, quand l'épidémie faisait de grandes vagues en Italie, on avait remarqué beaucoup de cas de diabète inaugural. Les études ont montré qu'il y a une atteinte directe des cellules pancréatiques, des cellules bêta surtout, et à ce moment,
cette COVID-19 peut occasionner le déclenchement d'un diabète. Donc, chez tout patient qui se présente avec un déficit récent ou un déficit nouveau de sécrétion d'insuline manifesté par une hyperglycémie non contrôlée, une acidocétose diabétique, soit chez un jeune ou un patient plus âgé, il faut quand même un dépistage de SARS-CoV-2 pour identifier le virus. En termes de prise en charge, même quand au début, on avait des doutes sur les inhibiteurs de l'enzyme de conversion à cause de l'utilisation de l'enzyme de conversion comme récepteur du virus. On n'a jamais trouvé d'évidence d'effet bénéfique d'une discontinuation des IEC ou des ARA2 en cas de COVID-19. Dans ce cas, on ne recommande pas d'arrêter cette thérapie une fois qu'on confirme une infection au SARS-CoV-2. D'autre part, en présence d'une ischémie myocardique ou d'un infarctus du myocarde, la Société américaine de cardiologie préconise une thrombolyse intraveineuse comme premier choix de traitement. Et actuellement, on est en train de travailler, on est en train d'avancer sur les recherches d'immunomodulateurs pour contrecarrer les effets de dysrégulation du système immunitaire qui sont provoqués par le SARS-CoV-2. Il faut aussi faire attention à l'utilisation de certaines molécules, surtout quand on a une surinfection bactérienne où on va utiliser des antibiotiques. L'azithromycine, qui est une antibiotique utilisée dans les cas de pneumonie communautaire, on doit faire attention avec ces molécules car elles provoquent des allongements du segment QT qui peuvent être néfastes en présence d'antécédents cardiovasculaires connus et en présence de l'infection au SARS-CoV-2. Il y a des recherches en cours sur l'utilisation des inhibiteurs de la dipeptidylpeptidase 4 chez les diabétiques. Pourquoi? Parce que les autres ADO qu'on utilise couramment peuvent présenter des effets néfastes sur les reins une fois qu'on est à une phase modérée ou sévère où le patient aura une atteinte rénale aiguë. Mais par contre, les inhibiteurs de la DPP4 n'ont pas cet effet néfaste sur les reins. Et on peut les utiliser même en cas d'insuffisance, surtout la linagliptine, on peut l'utiliser sans modification de dose, même en cas d'insuffisance rénale sévère. Donc, dans ce cas, on essaie de confirmer est-ce qu'on peut utiliser ces molécules à la place d'autres molécules plus connues comme la metformine ou les sulfonylurées comme glyburide, que nous savons qui provoquent des altérations rénales une fois que le débit de filtration glomérulaire atteint un certain seuil. Dans le cadre du diabète, pour contrôler la glycémie, nous préconisons une insulinothérapie d'emblée. Et le régime que nous préconisons, c'est un régime basal-bolus, c'est-à-dire nous donnons une insulinothérapie, une insuline de longue durée d'action qui peut couvrir jusqu'à 24 heures, telles que Détemir, Levemir, et ensuite en association avec les différents repas de la journée, nous donnons des bolus d'insuline rapide, soit des insulines analogues ou l'insuline régulière. Pour les cas critiques, surtout les cas qui sont admis aux soins intensifs, nous suggérons l'utilisation d'infusions continues d'insuline. Pourquoi? Parce que nous avons remarqué qu'avec l'infection de COVID-19, il est assez difficile de maîtriser la glycémie parce qu'il y a des successions d'hyperglycémie, hypoglycémie, hyperglycémie, hypoglycémie.
si nous n'avons pas un régime stable avec une insuline qui peut durer jusqu'à 24 heures, complémentée par des bolus liés au repas, il est préférable de faire une infusion continue, surtout pour les cas critiques. Et concernant les statines, il n'y a pas encore de données confirmées là-dessus, mais il semblerait, ces études sont encore en révision, il semblerait que les statines améliorent le pronostic vital des patients. Dans ce cas, comme les statines, nous savons que cela contribue à améliorer les scores de risque cardiovasculaire. Donc, ces thérapies, on ne les discontinue pas en présence d'une infection à SARS-CoV-2. En conclusion, j'aimerais dire que la COVID-19 a un impact cardiovasculaire, soit direct ou indirect. De toute façon, l'impact est considérable et cela se traduit par une surmortalité qui est liée aux maladies cardiovasculaires. Et nous devons porter une plus grande vigilance chez les patients hypertendus et chez les patients diabétiques. Cela appelle à un effort concerté de toute la communauté médicale parce qu'il faut toujours un collège de médecins pour prendre en charge ces patients qui sont complexes même avant la survenue d'une infection à SARS-CoV-2. Et pour finir, c'est comme un appel que j'aimerais lancer à la communauté médicale pour voir de quelle manière nous pouvons établir la télémédecine, parce que ça peut nous aider à diminuer les risques pour les professionnels de santé et pour les patients aussi, si nous pouvons, dans les consultations non urgentes, si nous pouvons réduire leur exposition, soit à d'autres patients ou soit à nous aussi comme professionnels de la santé. Donc, tout ça, ce sont des pistes de réflexion pour vous en tant que médecin et aussi au collège de médecins déjà formés et qui sont réglementés. Donc, je vous remercie pour votre attention. Merci infiniment, Dr. Moïse, et merci également à Dr. Bans, qui je vois a suivi avec beaucoup d'intérêt. Et nous allons passer aux questions. Je suis tout à fait conscient du fait qu'il est déjà 18h28 et je m'excuse infiniment vis-à-vis de nos participants et de ce temps additionnel qui a été pris. J'ai vu qu'il y a tellement de questions importantes que je suis un petit peu, et je trouverais un petit peu dommage que Dr. Bans et Dr. Moïse n'aient pas le temps d'interagir avec nous, même si nous allons faire ce que nous savons faire et que les questions qui sont posées à nos deux présentateurs puissent leur être transmises et qu'eux-mêmes puissent travailler sur ces questions et les répondre sur la plateforme Slack. D'ailleurs, c'est pour cela que la plateforme Slack est là, c'est pour faire le suivi. Donc, ce que je vais faire, je vais donner à chacun de nos présentateurs la possibilité de prendre 5 minutes additionnelles pour répondre à une ou deux des questions qui leur ont été posées, sachant que je vais leur demander, je vais garder contact avec eux pour leur demander de continuer à répondre aux questions sur la plateforme, parce que une grande majorité de ceux qui participent à cette présentation sont déjà sur Slack. On a plus de 57 personnes inscrites sur la plateforme Slack et nous recommandons à toutes les autres personnes qui n'y sont pas encore inscrites de s'inscrire. Donc, Dr. Bans, je vais vous donner les 5 premières minutes pour répondre aux questions qui vous ont été posées. Et entre-temps, Dr. Moïse, essayez de regarder le chat. Et la plupart des questions vous sont envoyées directement, mais pour les autres, c'est des questions qui sont postées sur Everyone et sur tous les participants. Dr. Bans, c'est à vous. Est-ce que vous pouvez lire une ou deux questions qui vous ont le plus marqué et auxquelles vous voulez répondre? Les solutions chlorées sont désactivées par les produits sanguins. Et je m'ai entendu, nous allons vers une économie. OK, bon, cette première question. Oui, c'est ça. Ça nous a fait frapper aussi quand nous avions lu que les produits, les solutions chlorées étaient désactivées par les produits sanguins. Il est recommandé
le CDC et l'OMS recommandent de faire le nettoyage à l'eau et au détergent avant d'y appliquer le chlore. Or, nous avions l'habitude de prendre le matériel souillé, de le mettre dans une solution chlorée. Bon, parfois, c'est vrai, ils sont rincés avant, mais il faut garder en tête que le chlore, les solutions chlorées sont désactivées par les produits sanguins. Deuxième question. Nous allons faire des masques chirurgicaux. Masques chirurgicaux. Si je me souviens, enfin, bon, les masques chirurgicaux, ce sont des masques dans lesquels on transpire. Je ne peux rien dire là-dessus. Il faudrait que les études prouvent que dans la réutilisation, ils sont propres, ils sont bien, qu'ils sont toujours étanches ou qu'ils Je prends cette dernière question. En parlant de préparation, vous avez mentionné les épis des médecins et aussi les protections que doivent porter les patients. Ceci tant au bloc opératoire qu'à la de tout ce matériel dans les différents hôpitaux du pays. Expérience personnelle. C'est là le nœud gordien. Les disponibles dans les hôpitaux ou le personnel du bloc opératoire. Ce matériel était plutôt disponible pour les centres COVID et je pense, j'imagine à la paix aussi, je ne peux pas l'assurer à 100%, mais je sais qu'à la HUH, il y avait ce matériel en salle d'opération parce que je crois qu'il y avait une autre question qui était dans les hôpitaux publics. Bon, je ne peux pas m'étendre là-dessus, ne sachant pas exactement, mais je sais qu'à un certain moment, ce matériel était disponible à la HUH. Je crois que c'est tout. Merci, je passe la parole au docteur Moïse. Docteur Moïse, merci docteur Boss. Merci infiniment et encore une fois, merci pour votre présentation. Vous aurez toujours la possibilité d'intervenir sur le groupe sur Slack et apporter des solutions. Il y a un point que vous n'avez pas mentionné que j'avais fait aussi dans les différents échanges. Dans votre présentation, il y avait un poster qui montrait les interventions au niveau de une recommandation de la... Je vois de quoi, oui. Vous pouvez la partager également avec nous. Ce sera très intéressant. Merci beaucoup. Je vous en prie. Docteur Moïse. Je prends la première question. Est-ce que la COVID-19 ne serait pas en quelque sorte un accélérateur des complications d'une personne déjà malade? En quelque sorte, c'est ce que nous avons remarqué dès le début de l'épidémie avec les premières données venant de Chine. Il se peut qu'il y ait des patients qui présentent un déclenchement d'une pathologie qui n'était pas. Par exemple, il y a de jeunes patients qui présentent des ischémies myocardiques, des accidents vasculaires cérébraux qui n'étaient pas connus, ils n'avaient pas de risque cardiovasculaire élevé, mais cela est déclenché juste par la COVID-19. Mais en grande majorité, ce sont des patients qui avaient des facteurs de risque connus et un risque de maladie cardiovasculaire athérosclérotique entre 7% et 10%, qui sont dans les limites modérées à élevées. Et ce sont ces patients qui présentent le plus
de complications et qui présentent une surmortalité. Dans ce cas, effectivement, nous pouvons parler d'accélérateur dans le cadre des maladies cardiovasculaires. Maintenant, concernant les chiffres de maladies cardiovasculaires parmi les 100 patients décédés en Haïti, nous n'avons pas encore de détails. Je suppose que le ministère de la Santé publique ou du moins d'autres entités de recherche vont publier ces résultats suite à l'épidémie ou du moins durant le cours de l'épidémie. Donc, nous ne pouvons pas encore faire de comparaison entre nos chiffres et ce qui se passe ailleurs. Mais je sais qu'il y a un registre ouvert internationalement pour COVID-19 et diabète. Donc, il va y avoir une comparaison internationale entre nos chiffres et ceux qui sont enregistrés au niveau international en ce qui a trait au diabète. Qu'en est-il de l'intégration des connaissances dans le cadre de la COVID-19? C'est ce que nous souhaiterions et c'est pourquoi la FADIMAC avait, dès le départ, présenté une prise de position parce que nous sommes la référence en matière de diabétologie. Donc, comme il n'y a pas une société de médecins diabétologues en Haïti, nous avons sorti cette prise de position pour guider les cliniciens et aussi pour informer le ministère de la Santé publique et les entités responsables de ce qu'il faut faire. Et à ce moment, cette prise de position, nous nous attendions à ce qu'elle soit intégrée dans une démarche de prise en charge nationale, globale de la prise en charge de la COVID-19. La télémédecine est une idée assez intéressante et mérite l'attention de tous, mais pensez-vous que les patients auront la possibilité de se connecter? C'est possible avec les téléphones portables, c'est possible avec les ordinateurs, les laptops qui peuvent garder une charge électrique grâce à leur batterie, tout ça. Donc, l'idée, c'est de commencer et de tester pour voir si cela convient à nos attentes ou comment on peut l'améliorer. Pour ces services, il faut une amélioration continue. On ne peut pas dire d'emblée est-ce que ça va réussir ou pas, mais la possibilité existe et il faut commencer à s'y mettre, surtout avec l'évolution de la situation. Permettez-moi, Dr. Moïse, d'ajouter... Je vous remercie. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Permettez-moi d'ajouter juste un point sur ce dernier commentaire quand vous avez parlé de télémédecine. Déjà, merci d'en avoir parlé parce que nous pensons que c'est l'une des interventions très importantes qu'il va falloir qu'au-delà du COVID, nous intégrions comme nouvelle pratique et dans la médecine haïtienne. Et j'en profite pour vous annoncer déjà que la plus prochaine initiative que moi personnellement dans laquelle je suis impliqué, implique justement l'utilisation massive de technologies de télémédecine pour justement permettre de couvrir des zones du territoire qui ne sont pas couvertes par la médecine de façon régulière, mais aussi et surtout d'intégrer dans la pratique médicale ce principe de précaution qui permet de diminuer de créer des possibilités pour les médecins de voir ces malades à distance et déjà préparer les prochaines épidémies et déjà de gérer l'épidémie que nous avons sur les bras maintenant. Et j'en profite pour dire que dans les présentations que nous allons faire les 12 et le 26 juillet, on va parler des initiatives qui vont intégrer justement ces aspects. Et Dr. Moïse, je suis extrêmement content de savoir que vous êtes intéressé à la télémédecine et probablement que vous pratiquez déjà. Donc, je vous contacterai pour vous parler des initiatives, de l'initiative que nous sommes en train de mettre en œuvre et de voir comment on peut collaborer à ce sujet. Mais je suis de votre avis, c'est une des solutions de médecine, c'est une des solutions de santé que nous allons devoir intégrer à nos pratiques. Je remercie vraiment tous les participants à la 4e édition des dialogues médicaux nationaux et qui
initiative qui est en train de prendre une autre dimension et qui, nous l'espérons à partir du mois de juillet, va devenir quelque chose d'un petit peu plus mieux inscrite dans la pratique en général et des professionnels de santé en Haïti pour nous permettre d'aller vers une médecine haïtienne beaucoup plus moderne. Parce que nous le savons tous très bien, il y a énormément de compétences dans la population des scientifiques que nous avons qui pratiquent en Haïti, mais il y a très peu de passerelles de communication qui existent. Et c'est pour cela qu'au nom de l'Association des hôpitaux privés d'Haïti, nous vous remercions d'avoir participé dans ce programme, dans le programme de cet après-midi. Nous vous remercions d'avoir été présents et tous autant que vous êtes pour continuer à donner une réalité à cette initiative. Nous espérons que de plus en plus, on aura plus de professionnels à participer. Vous autres qui y participez, invitez vos collègues, invitez vos amis, invitez les membres de vos hôpitaux pour participer à ces dialogues que nous faisons chaque 15 jours. Mais entre deux dialogues, nous resterons connectés sur Slack pour pouvoir continuer à discuter sur les faits scientifiques. Merci infiniment encore une fois à Dr. Moïse et à Dr. Bans. Et je vais essayer d'ouvrir ou de donner la possibilité à tous les participants et de pouvoir dire ouvertement merci beaucoup Dr. Bans, merci Dr. Moïse et à la très prochaine. Donc vous pouvez, si vous le souhaitez, ouvrir vos microphones et vos vidéos pour dire merci Dr. Bans et merci Dr. Moïse. Donc je ne sais pas si Lionel, si tu peux unmute tout le monde. Parce que j'ai essayé et sur ma plateforme, je n'arrive pas à le faire. Et donc, en tout cas, Lionel, est-ce que tu m'entends? Oui, chaque personne, en fait, doit se unmute individuellement. En tout cas, merci beaucoup, Dr. Bans. Merci beaucoup. Merci, à la prochaine. Dr. Bans et Dr. Moïse. Merci beaucoup. Ce fut un plaisir. Merci. Au revoir à tout le monde.